Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier une histoire vivante de la pensée économique. Alors on viendra sur le terme vivant, mais d'abord je souhaiterais vous présenter en quelques mots. Vous êtes polytechnicien, NSAE, la voie extrêmement classique dans l'économie en France. Vous avez été administrateur de l'INSEE. Et puis, vous avez parcouru certains cabinets ministériels. Vous êtes aujourd'hui enseignant à l'ESCP Europe et directeur de la revue Sociétale. Alors, vous êtes économiste. Pourquoi ce livre et quelle est votre intention de fond en rédigeant ce livre, qui n'est pas vraiment un livre d'économie, qui est un peu un livre d'histoire? Est-ce que vous avez voulu faire, c'est le Malais Isaac de l'économie, en quelque sorte? Non, je n'ai pas voulu aller jusque-là, mais ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est le fait que le fait d'ignorer l'histoire, le fait d'ignorer les grands ancêtres, conduit à ouvrir des portes qui ont déjà été ouvertes de multiples fois. Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a déjà des problèmes qui ont été posés, des problèmes qui arrivent vers nous. Certes, il ne faut pas avoir une réponse anachronique, il faut se mettre dans son temps, mais il est toujours utile de savoir ce que les autres ont pensé avant nous. Et savoir ce que les autres ont pensé, ça permet de répondre tout de suite aux problèmes auxquels on est confronté. Ma deuxième idée, c'était aussi dans ce livre, c'était de mettre en rapport justement la pensée économique avec son temps. C'est-à-dire que dans toute pensée d'un économiste, vous avez trois strates. Vous avez ses sentiments personnels. Par exemple, Keynes détestait Pigou parce que Pigou lui avait mis une mauvaise note au concours d'entrée au Trésor britannique. Et donc, dans la théorie générale, Keynes qualifie Pigou d'économiste médiocre, d'économiste conventionnel, d'économiste très superficiel. Donc, c'est un règlement de compte personnel. Donc, il faut savoir faire la part de cette chose et l'évacuer. On peut bâtir une théorie en réglant des comptes. On peut partir pour bâtir une théorie de comptes à régler. Ensuite, vous avez ça peut être des comptes politiques, des comptes humains. Ça peut être des comptes très divers et on s'aperçoit que c'est assez souvent des comptes assez clairement humains. Si on a la curiosité de lire jusqu'au bout Adam Smith, je dis bien la curiosité puisque Keynes justement disait que celui qui aurait lu Adam Smith aurait découvert énormément de choses. Le problème, c'est que cet homme n'a jamais existé, donc personne n'a jamais lu Adam Smith. Mais chez Adam Smith aussi, il y a des contes avec un certain nombre de personnages dont on a oublié l'existence et qui l'ont agacé dans sa vie. Ensuite, il y a une deuxième strate qui est le fait que l'économiste réagit à des événements particuliers. Et on prend là aussi assez souvent des réactions à des événements qui sont datés pour des vérités définitives. Et ce qui est important, c'est de trouver cette vérité définitive. Et donc ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de montrer ce qui, dans les théories, reste d'actualité, peut être utilisé, à mon sens, pour comprendre ce qu'on doit faire maintenant dans la crise en particulier. Alors votre livre suit un ordre grosso modo chronologique, même s'il y a quelques effets de feedback. Qu'est-ce qui fait avancer la science économique? Alors pas simplement les critiques, pas simplement les règlements de compte. Il y a les crises, il y a les hommes, il y a l'évolution des techniques mathématiques, etc. Qu'est-ce qui fait avancer? Alors, je crois qu'il y a trois choses qui font vraiment avancer la science économique. La première, c'est effectivement la crise, c'est-à-dire un besoin. Les économistes émergent, sont pris au sérieux lorsque la société sent qu'elle est en difficulté et elle a un besoin. Les tout premiers qu'on qualifie d'économistes au sens scientifique du terme, qui sont les physiocrates, ils émergent très précisément après la guerre de 7 ans, lorsque la France est confrontée à un problème d'endettement public colossal et qu'elle voit bien que l'annulation de sa dette ne sera pas la réponse normale. On l'a déjà fait sous Colbert, on l'a fait à plusieurs reprises et maintenant on atteint les limites de ce genre de politique économique. Donc il y a un besoin. Le deuxième élément qui fait avancer la science économique, c'est l'expression de ce besoin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait une classe politique qui ait envie de s'adresser aux économistes. Je le dis dans le livre, à mon avis, la période reine de la science économique, c'est vraiment au XIXe siècle, parce qu'il y a un économiste, Ricardo, et un homme politique qui va récupérer les idées de Ricardo, même s'il ne le connaît pas personnellement et leur phasage dans le temps n'est pas Donc on récupère. On récupère les idées, on en fait quelque chose, on utilise ces idées, on a l'impression On peut détourner les idées? On peut les détourner, on peut les adapter, on peut les trahir quelquefois, ce qui est arrivé avec certains économistes, mais justement c'est quand on a vraiment compris ces idées qu'on en fait quelque chose de concret, qu'elles deviennent utiles et qu'elles avancent. Donc Ricardo trouve en Gladstone, qui est le Premier ministre libéral du XIXe siècle, une sorte de porte-parole qui va faire avancer la science économique, qui va montrer que la science économique est utile. Et puis effectivement, il y a le fait que l'économie se joue en mimétisme sur d'autres sciences, et donc c'est l'évolution des autres sciences.
Là aussi, je le dis dans le livre, Mankiw, qui a été le conseiller économique de Bush, qui est l'auteur d'un des manuels les plus utilisés en ce moment en sciences économiques, Mankiw dit « Je suis comme mes collègues physiciens, ils ne savent pas, mais moi je vis à partir de ce qu'ils font. Ils sont de l'autre côté du couloir, ils seraient très surpris d'apprendre que j'ai besoin d'eux. » Et donc la science, d'une façon générale, avance et les économistes vont avancer au rythme de l'avancée de la science. Mais qu'est-ce qui fait courir humainement un économiste? La recherche de la gloire, alors, le bien de la société? Alors, il est comme tous les intellectuels, c'est-à-dire que l'économiste, il a, si je reviens à ma comparaison avec le physicien, entre le physicien, mettons, qui fait la théorie de la thermodynamique et notre automobile, entre l'automobile et le physicien, il y a un ingénieur et il y a un garagiste. L'économiste, il est un peu les trois à la fois, c'est-à-dire il est à la fois physicien, il fait de la théorie, il est ingénieur, il propose des politiques économiques, il est garagiste, il est conseiller du prince. Et ce qu'il fait courir, c'est le prestige des trois. C'est-à-dire être conseiller du prince, c'est assez prestigieux. Concevoir des politiques économiques sur le plan intellectuel, c'est assez satisfaisant. Et être le grand théoricien, ça donne... Mais on ne fait pas de l'économie pour devenir riche. On ne fait pas de l'économie Même en étant un économiste libéral. Oui, absolument. Au sens anglo-saxon du terme. Oui, absolument. On ne fait pas de l'économie pour devenir riche. Et d'ailleurs, les économistes qui deviennent riches ne le deviennent pas en faisant de l'économie en tant que telle. C'est-à-dire, ils spéculent. Néanmoins, il ne faut pas se faire d'illusions. Samuelson était devenu très riche en vendant son manuel. Et Mankiw devient très riche en vendant son manuel. On peut devenir riche en faisant de l'économie, mais effectivement, ce n'est pas le but premier de l'économiste. Alors, dans ce livre fort épais, vous citez, je n'ai pas compté, des centaines d'économistes finalement, des centaines de théories, puisque chacun à peu près a sa théorie. Est-ce qu'on peut marquer l'histoire économique en grandes étapes? Est-ce qu'il y a des grandes théories qui ont vraiment compté? Oui, il y a 5 grandes phases dans l'histoire de la science économique. Je mets à part la période du début, qui est la période où je pars d'Hésiode, qui est un poète grec, qui dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit bien une forme de pensée que nous n'avons plus, c'est-à-dire qu'en travaillant plus, on satisfait les dieux, et les dieux ne sont pas ingrats. Donc si vous faites plaisir aux dieux, les dieux vous le rendront. Donc le travail est un moyen de satisfaire les dieux, et pas vraiment de trouver une concrétisation dans la richesse. Mais si je reprends les grandes périodes, donc si je commence avec les physiocrates, donc on est au XVIIIe siècle, un premier bloc qui a 2 intuitions fortes. La première, c'est que l'économie, c'est l'énergie. On crée de la richesse à partir de l'énergie. Ils pensent que c'est l'agriculture qui permet de récupérer l'énergie du soleil. Mais ils ont déjà repéré aussi que le charbon aussi, ça permet de récupérer l'énergie du soleil. Est-ce que la pensée économique a un lien avec l'état de la réflexion scientifique de l'époque? Alors, ça a un lien avec l'état de la réflexion scientifique à 2 niveaux. Quesnay est d'abord chirurgien, c'est-à-dire il fait des saignées, il est barbier, c'est Figaro, c'est le Figaro de Louis XV. Mais il fréquente les encyclopédistes et il a une vision très mondaine des mathématiques, mais il voit bien que les mathématiques sont utiles. Je dis bien très mondaine parce que je rappelle dans le livre qu'il a trouvé la solution à la quadrature du cercle, et donc il publie un mémoire en 50 pages sur la quadrature du cercle. Or, on sait depuis que c'est indémontrable, donc c'est un mathématicien de salon. Et donc, les premiers, c'est les physiocrates, avec cette intuition sur l'énergie. Cette deuxième intuition, c'est que la richesse de l'État est la richesse du royaume, qui est une sorte de point de passage, si on veut sauver l'État, qui est la croissance économique. Mais ce qui animait quelqu'un comme Quesnay, c'était la pure recherche, c'était la mondanité, ou c'était de justifier certains intérêts idéologiquement, par exemple? Alors, il y avait un peu des trois, c'est-à-dire qu'il y avait de la pure recherche, ça l'intéressait, il avait envie de rendre service à la société, c'était quelqu'un qui se mêlait un peu de tout, et donc il y avait des idées sur tout. Il y avait l'idée de sortir un peu de son statut de domestique, après tout c'était il voyait Louis XV tous les jours. Des motivations personnelles. Oui, il voyait Louis XV tous les jours, puisqu'il le rasait, mais de notre côté, personne ne le voyait, Louis XV ne le voyait pas, et donc il y avait une forme de besoin d'exister sur le plan intellectuel, et puis il y avait une autre motivation qui était aussi que, quelque part, il avait l'impression qu'il était investi, il avait trouvé quelque chose que les autres n'avaient pas compris. Et donc, mais il a eu une stratégie de communication. C'est un premier vrai économiste parce qu'il a créé une revue aussi. Et donc, cette revue qui est animée par Dupont de Nemours. Donc, vous êtes le descendant un petit peu avec Sociétal. Absolument, absolument. Donc ça, c'est un premier bloc. Et donc, je mets dans ce bloc
bloc-là, Adam Smith, même si Adam Smith va introduire par rapport à l'énergie, cette forme particulière d'énergie qui est le travail. C'est-à-dire c'est lui qui, le premier, dit entre le travail et entre l'énergie solaire et la richesse, il y a l'agriculture, mais il y a aussi l'homme Mais je crois qu'Adam Smith avait a priori des préoccupations plutôt philosophiques. Qu'est-ce qui l'a amené vers l'économie? Alors c'est assez intéressant de voir comment il est arrivé à l'économie. On voit que l'économie tourne autour de Toulouse. Vous savez que l'économie à l'heure actuelle en France est centrée sur l'école économique de Toulouse, et ce qui va faire qu'Adam Smith est devenu un économiste, c'est Toulouse. Parce qu'il accompagne un jeune Anglais dans ce qu'on appelle le Grand Tour en anglais. À l'époque, The Grand Tour, qui consiste à partir pour la noblesse, faire un tour en France, puisque c'est le pays de référence. Et il pense s'installer à Paris, et pas du tout. Dans son Grand Tour, le jeune homme dont il s'occupe a de la famille à Toulouse, et il se retrouve à Toulouse. Et à Toulouse, il découvre deux choses. D'abord que les Toulousains ne parlent pas le français comme lui. Lui, il a appris le français, et les Toulousains, manifestement, ne parlent pas le même français que lui. Et il découvre l'ennui. Et il connaît personnellement David Hume, qui est à l'époque ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, qui est chargé d'affaires de Grande-Bretagne à Paris. Et il lance des appels au secours, je m'ennuie, je m'ennuie. Et David Hume lui envoie des livres, dont des livres d'économie. Et c'est comme ça qu'Adam Smith se met à s'intéresser à l'économie. Donc il est économiste un peu de hasard. D'ailleurs, le livre auquel il tient le plus, c'est la théorie des sentiments moraux. C'est son livre de morale, c'est son livre de philosophie. Alors qu'est-ce qui l'animait Adam Smith? Alors, ce qui animait Adam Smith, donc au début, c'est de lutter contre l'ennui. C'est très clair, il écrit pour lutter contre l'ennui. D'ailleurs, je suis, comme Keynes le disait, je n'ai pas lu toute la richesse des nations, je l'ai parcouru, j'en ai lu. Il y a des choses très intéressantes dans la richesse des nations qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'économie. En plus, il fait ça un peu à la va-vite, puisque le premier chapitre que tout le monde connaît, qui est le chapitre sur l'usine d'épingles, où il explique l'efficacité de la division du travail au travers d'une usine d'épingles. Tous les historiens ont cherché désespérément cette usine d'épingles, et pour la bonne raison qu'elle n'existe pas. Et donc ce chapitre premier, c'est en fait une copie plagiat de l'article clou de l'encyclopédie. Et donc son livre est aussi... il s'inspirait de Wikipédia de l'époque. Voilà, absolument. Il n'y avait pas Internet, mais il a pompé. Bon. Et donc, ce n'est pas un livre auquel il attache une importance considérable. C'est un livre qui est fait pour l'occuper. Alors, il y a une deuxième raison, c'est qu'il a eu des problèmes personnels à Paris, justement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, il a besoin de se remettre en selle sur le plan un peu académique, de montrer que tous ces ennuis qu'il a eus n'ont pas effacé sa capacité intellectuelle. Et puis, à partir de 1786, ce qui va le motiver, donc il publie La richesse des nations un peu poussé par l'éditeur, sans y attacher une grande importance, ce qui va le pousser à prendre position, et ce qui va faire de lui l'économiste de référence, c'est que, comme pour Ricardo et Gladstone, il va trouver son mentor politique, qui est William Pitt, qui va dire « vous êtes un génie ». Et donc Adam Smith faisait de l'économie pour tromper son ennui, mais j'ai le sentiment qu'avec Ricardo, on passe aux choses sérieuses. Alors Ricardo, c'est la deuxième grande époque. Donc là, effectivement, c'est des gens qui ont une vision claire. C'est des gens qui, comme je le disais, veulent répondre à un problème, qui écrivent à une époque où la Grande-Bretagne a des doutes sur elle-même. Les guerres napoléoniennes, finalement, se sont terminées par une victoire, mais le peuple britannique n'en mesure pas le bénéfice. Et c'est une époque où ce problème va trouver une solution concrète, c'est le libre-échange. Deuxième chose importante avec eux, c'est que l'économie va devenir scientifique en ce sens que on va poser des axiomes. Donc on va avoir une méthode qui, à l'époque, se cale sur les mathématiques et pas sur la physique. Donc ça, c'est l'économie classique. Un peu comme Spinoza en philosophie. Absolument. On a une référence qui est le cadre intellectuel des mathématiques, on pose des axiomes. Donc les 4 axiomes, qui sont toujours d'ailleurs d'actualité, sont énoncés par un des disciples de Ricardo qui s'appelle Senior, et William Nassau Senior. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il est tellement peu connu que dans certains livres, on prend Senior comme si c'était Senior versus Junior. On ne réalise pas que c'est son nom. Et c'est un personnage qui aussi, comme les physiocrates, veut créer un moyen de diffuser sa pensée, et donc qui est derrière le projet de The Economist. Donc, même règle, il faut trouver aussi une revue qui diffuse la pensée. Donc ça, c'est le deuxième bloc, un bloc qui est très cohérent et qui commence déjà à avoir des opposants. À partir du moment où il commence à devenir dominant, il a des opposants, notamment en Allemagne apparaît toute une pensée étatiste qui va être soit socialiste, soit ce qu'on appelle l'école historique, donc des opposants qui contestent
l'outil et l'instrument qui est mis en avant pour améliorer la situation, qui est le libre-échange. C'est-à-dire, il y a des opposants qui vont mettre... Alors le débat économie libérale, économie étatique naît à peu près à cette époque entre l'Angleterre et l'Allemagne? Il naît clairement à cette époque et clairement les Allemands reprochent aux Anglais et à Ricardo en fait de défendre non pas un point de vue scientifique, mais un point de vue égoïste qui a pour but de faire croire que l'intérêt de la Grande-Bretagne est l'intérêt de la science. Que faire de l'intérêt de la Grande-Bretagne le centre de l'activité économique est devenu la réalité de leur démarche et que, en fait, derrière un discours scientifique, ils défendent égoïstement des intérêts nationaux. Et toute la question, d'ailleurs, qui va ensuite, toutes les critiques qui vont être faites sur les pensées économiques, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, derrière un discours scientifique, vous défendez des intérêts politiques. Alors, il y en a un qui le dit très clairement, c'est Karl Marx, et il n'est pas très présent dans votre livre. Alors, je dis pas grand-chose de Marx, et d'ailleurs, je fais un chapitre sur le socialisme en disant est-ce que c'est vraiment des économistes? Parce que pour moi, la pensée économique de Karl Marx, c'est du Ricardo, en fait. Il interprète Ricardo, et sans en saisir toutes les impasses, les raisons pour lesquelles, à un moment donné, Ricardo refuse de traiter certains problèmes, Marx ne s'aperçoit pas des raisons profondes de Ricardo. Et donc, sur le plan économique, c'est une pensée politique, c'est une pensée philosophique assez forte, c'est une vision politique très très intéressante, mais je ne pense pas que sur le plan économique, ce soit un penseur déterminant, en fait. Alors ensuite, l'étape suivante? Alors l'étape suivante, c'est les néoclassiques. Donc de nouveau, il y a un problème. Le problème, c'est que pour la première fois, l'humanité a l'impression qu'elle va manquer de débouchés. C'est-à-dire qu'avant, toute l'économie, y compris avant les physiocrates, toute la période antérieure, le véritable enjeu pour la société, c'est de dépasser l'économie de pénurie. C'est-à-dire, en permanence, il y a des disettes, en permanence, il y a des ruptures de stock, en permanence, il y a des gens dont on voit la misère physique. Et à partir des années 1870, on a l'impression qu'il y a trop de biens, qu'il va y avoir trop de biens. Donc, quand vous dites 1870, c'est l'unification allemande d'un côté, oui. Donc le développement d'une pensée de plus en plus étatiste, probablement. Alors, il y a déjà une pensée étatiste qui a gagné sur le plan politique. C'est-à-dire que Bismarck est clairement protectionniste et Bismarck construit une vision économique qui est une vision économique un peu néo-mercantiliste, c'est-à-dire étatiste. L'État va s'en mêler, il crée le régime de sécurité sociale, protectionniste et où on injecte de la monnaie pour et du côté du Royaume-Uni, toujours le grand large, toujours la pensée libérale. Toujours pensée libérale, toujours libre-échangisme, aucune contestation sur les libre-échangismes. Et donc, à ce moment-là apparaît une nouvelle pensée qui qui répond à ce problème concret. Premier problème, donc, le fait qu'on risque de manquer de débouchés. Est-ce qu'il ne va y avoir des surproductions? Et deuxième élément, qui répond à une angoisse, qui est qu'en 1848, l'économie politique a été utilisée pour contester le système. C'est-à-dire que Ricardo décrivait la société en classes autour, donc il y avait les capitalistes, les rentiers et les travailleurs, et on en a fait un message politique. Et donc il y a l'idée qu'il faut que l'économie cesse d'être political economy, comme disent les Anglais, pour devenir science économique. Et donc on introduit les mathématiques. Donc la vague suivante, c'est l'introduction des mathématiques, et en termes de méthode, on introduit la physique comme référence. Donc les grands personnages, c'est Jevons, qui est un Anglais, c'est Walras, qui est un ingénieur français, qui a été collé à l'école polytechnique, comme quoi on peut faire des erreurs. Il a été collé à l'école polytechnique. Il est tellement dépressif qu'il est reçu à l'école des mines de Paris, ce qui n'est pas infamant, mais ça le déprime, et donc il finit même pas sa scolarité, donc il n'a pas le diplôme de l'école des mines de Paris. Et donc l'école des mines s'enorgueillit. Mais à l'époque, c'était pas un handicap. Non, pas. Enfin, c'est un handicap, sauf qu'il ne peut pas enseigner en France, il est obligé de se réfugier en Suisse et à Lausanne. Et alors l'école des mines de Paris, il le considère comme un de ses anciens élèves, ça fait partie des gloires des anciens, parmi les anciens de l'école des mines. Or, c'est illégitime parce qu'il n'a pas le diplôme de l'école des mines de Paris. Et puis, il y a un Autrichien qui est Menger, et leur grand apport, c'est donc effectivement de raisonner avec un outil mathématique, une référence tirée physique, et en essayant de faire du marché quelque chose du moins politique possible. Après la quatrième vague, c'est donc ce système qui explose avec la crise des années 30. Donc là, on arrive dans la vague keynésienne. Et donc là, pour moi, c'est une vraie rupture parce que toutes les autres vagues sont centrées sur l'Angleterre, le marché, et la contestation protectionniste est vécue comme un aiguillon. Avec Keynes, c'est le marché qui devient l'aiguillon et c'est l'État qui est vécu comme étant l'élément de réflexion des économistes. Grosso modo, le 19e siècle pense que le marché est la solution, l'État le problème, et qu'il faut raisonner. Et le 20e siècle, avec Keynes, se met à penser que
le marché est le problème et que c'est l'État qui est Mais la ce solution. qui est étonnant dans cette période, c'est qu'avec Keynes, on pense que c'est l'État qui va réguler, mais c'est vrai aussi en Union soviétique, et c'est vrai aussi dans l'Allemagne nazie. Absolument. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Keynes a du succès, et c'est une raison pour lesquelles Keynes développe ses théories. C'est-à-dire que Keynes aborde les choses de façon assez politique. En fait, le penseur économique qui est derrière, c'est un anglo-allemand, quelqu'un qui s'appelle Richard Kahn, qui est Que personne ne connaît. que personne ne connaît. C'est l'inventeur du multiplicateur keynésien que tous les étudiants de sciences économiques ont déjà manié dans leur vie. Et ce Richard Kahn donc, est anglais, mais ses parents sont allemands. En 1914, il est en Angleterre, il a des problèmes, la famille est menacée d'être réenvoyée en Allemagne. Il y a donc comme ça des économistes de l'ombre. Oui, Et absolument. puis des stars qui ramassent la mise. Voilà. Donc, ce Richard Kahn Keynes lui rend hommage quand même dans la théorie générale, mais dans un flou, parce qu'il rend hommage à des personnages comme Silvio Gesell, qui est un personnage dont j'aime bien parler, qui est farfelu, un peu hurluberlu, dont certains disent qu'il est un génie, qui a été commissaire du peuple aux finances de la République socialiste soviétique de Bavière, et qui est en fait le théoricien de l'inflation. L'idée que l'inflation va résoudre les problèmes. Mais alors, ce qu'il y a de fort chez Keynes, c'est qu'il a une vraie pensée politique. C'est-à-dire que Keynes, en fait, dit aux hommes politiques, on retrouve l'idée qu'il faut un économiste et un répondant politique, et il va trouver un répondant politique dans le Parti travailliste anglais, et il va leur dire, il y a la crise, et entre les communistes, les nazis et les passifs, puisque la plupart des hommes politiques de tradition libérale disent, écoutez, il suffit d'attendre, et puis le marché va résoudre le problème. La population va choisir les communistes ou les nazis. Donc vous ne pouvez pas, si vous voulez défendre les valeurs libérales sur un plan politique, les garder sur le plan économique. Il faut que l'État intervienne. C'est un enjeu qui est un enjeu d'ordre démocratique. Et donc il propose à ces gens qui sont les travaillistes, qui sont entre les libéraux classiques et les communistes ou les nazis, il propose de faire de l'État le régulateur ultime de l'économie. Alors il réussit parce qu'il est une espèce de personnage entre deux personnages fondamentaux à mon sens. Richard Kahn qui a les idées et Aldwin Hansen qui est le conseiller économique de Truman et qui va faire vivre ces idées, qui va les concrétiser, les formaliser, les mettre en place au travers du célèbre modèle ISLM. Hansen, c'est l'Américain qui donne toute sa légitimité à ISLM. Donc là, on va rentrer dans une période, et notamment après-guerre, où la pensée keynésienne est totalement dominante. Totalement dominante. C'est-à-dire que par rapport à toute la période antérieure, la pensée étatiste, la pensée où l'État joue un rôle... On interprète et on réinterprète Keynes à l'infini. Voilà, à l'infini, autour de l'idée que l'État est le régulateur suprême. Et le problème de cette pensée, c'est que Hansen, assez vite d'ailleurs, c'est Hansen qui est le grand homme de tout ça, il publie un livre en 1953 qui s'appelle A Guide to Keynes, où il est plus keynésien que Keynes, enfin il remet de l'ordre dans les idées de Keynes, et Hansen va assez vite s'apercevoir qu'un des problèmes c'est l'inflation. C'est-à-dire que tous ces systèmes de régulation de l'économie par l'État, par le déficit budgétaire, par la politique monétaire, débouchent sur l'inflation. Et donc, il y a une tentative... Alors, il y a deux problèmes qui se posent à ce moment-là. Le premier problème, c'est que Keynes était d'une virulence à l'égard de ses prédécesseurs extrêmement marquante. Il traite Ricardo de Torquemada de la pensée économique. Oui, il n'avait rien fait. Oui, alors que Ricardo lui avait... C'était pas Pigou. Oui, absolument. Et alors, bon, il insulte Pigou. Et donc, des gens comme Hansen et puis après Samuelson disent, si on se comporte comme ça, on va donner l'impression au public que n'importe qui peut être économiste, il suffit d'insulter ses prédécesseurs. Et donc, il y a tout un débat sur qu'est-ce que c'est qu'une opinion, qu'est-ce que c'est qu'un savoir. Grosso modo, Samuelson reprend l'exemple célèbre de... Alors Samuelson, vous en parlez longuement dans le livre. Oui. Le dernier mot de votre livre, c'est d'ailleurs le nom de Samuelson. Oui. Ça a l'air d'occuper dans votre esprit une place très importante. Ah, pour moi, Samuelson, c'est l'économiste par excellence. Il y a Ricardo et Samuelson qui ont vraiment marqué... Les deux piliers. Les deux piliers. Pas Keynes. Mais Keynes, c'est comme Marx, c'est des gens qui ont une vraie pensée politique et donc qui jouent un rôle déterminant parce qu'ils ont une capacité de réaction à l'événement, une intelligence de l'événement qui en fait des génies et des
personnages marquants. Mais sur le plan de l'économie pure, ce ne sont pas eux qui sont les porteurs vraiment Et des vous idées. parlez de Samuelson comme un grand unificateur de la science économique. Oui, c'est celui qui cherche à faire en sorte que ces débats de chiffonniers entre qu'est-ce que c'est qu'une opinion, qu'est-ce que c'est qu'un savoir, ne décrédibilisent pas l'économie. Il s'agit de dire pour Samuelson à l'opinion publique, écoutez, on a des débats, ce qui est normal, les physiciens ont eu des débats. Il dit on a des débats dans le temps, on ne pense pas comme Newton, mais du temps de Newton, tout le monde avait fini par accepter les idées de Newton. Et donc il dit, nous ne pensons plus comme Ricardo, mais de notre temps, nous devons avoir à peu près le même corpus d'idées et nous donner comme objectif d'améliorer ces idées et non pas de les détruire. Nous sommes là pour améliorer et non pas pour détruire. Et ça, sur le plan de la méthode, c'est énorme. Alors vous l'évoquiez juste à l'instant, le problème qui va arriver, c'est le problème de l'inflation, et il va y avoir une réaction face aux idées keynésiennes. Voilà, et donc la 5e grande vague, c'est la réaction face aux idées keynésiennes. Alors cette réaction, elle va prendre la forme naturelle du monétarisme, c'est la forme la plus connue, c'est-à-dire, puisque le problème c'est l'inflation. Et pourtant Milton Friedman se disait keynésien. Alors Milton Friedman, il a un peu l'habileté de Samuelson, il ne prend pas de front ses prédécesseurs. En plus, il subit une humiliation terrible sur le plan politique, il est très impliqué dans le combat du Parti républicain, il est conseiller économique de Nixon et à la convention du Parti républicain qui réinvestit Nixon comme candidat au présidentiel en 72, Nixon déclare de toute façon en économie nous sommes tous keynésiens. Et donc Friedman dit bon mais d'accord on est tous keynésiens, mais enfin bon on peut avoir quand même une lecture plus intelligente du keynésianisme que celle que font les démocrates. Et donc il reprend le sujet sur un plan un peu plus politique, mais il a cette habileté de ne pas détruire ce qui existe, de dire il faut l'améliorer, et il y a des circonstances où on peut être keynésien et des circonstances où il faut être monétariste. Mais il va trouver des conditions politiques quand même, et des hommes et une femme politique aussi qui vont être porteurs de ces idées. Même schéma, il a des idées et il trouve un relais politique, effectivement. Alors Reagan, c'est plus complet, c'est plus difficile, et il aura toujours des rapports complexes avec les républicains, que ce soit Nixon, que ce soit Reagan, mais le personnage qui incarne parfaitement ces idées, c'est effectivement Margaret Thatcher et son conseiller économique, Case Joseph, qui est un monétariste, et un partisan de Friedman à tout point de vue, y compris dans les idées politiques. Friedman, par exemple, était pour la libéralisation du commerce de la drogue, ce qui dans les droits de conservatisme jusqu'au bout. Voilà, on est libéral jusqu'au bout. Il dit ou bien on interdit le tabac, ou bien on laisse le tabac, mais à ce moment-là, on laisse le hashish et la cocaïne. Et donc, les droites conservatrices qui se définissaient au départ comme plutôt monétaristes ne le suivent pas dans ce genre de mesures, alors que Margaret Thatcher, elle est un peu ébranlée par les arguments de gens comme Case Joseph ou des gens comme ça qui disent écoutez, il faut être libéral jusqu'au bout. Donc c'est la situation politique, c'est la situation de grande inflation qui va porter un petit peu les idées de Friedman, et pourtant on a le sentiment que ce ne sont pas les idées de Friedman qui ont permis de casser cette inflation. Alors, en partie, c'est les idées de Friedman qui ont cassé cette inflation, et en partie, c'est la célèbre courbe de Phillips. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui joue un rôle colossal dans l'histoire économique qui est Phillips, et qui ne le sait pas. Parce que Phillips, donc je le rappelle dans mon livre, à l'origine est mineur de fonds, et autant les économistes ont en général une espérance de vie très très grande, puisqu'il meurt entre 90 et 100 ans. Le Français qui a eu le prix Nobel d'économie, Maurice Allais, est né en 1911. Et il reviendra sur Maurice Allais. Oui, nous avons la chance de l'avoir toujours parmi nous. Mais il n'est pas cité dans votre livre. Alors je ne le cite pas dans mon livre parce que donc il est vivant, je ne vais pas faire un ennemi de quelqu'un, mais je pense que Maurice Allais est un peu, hélas, à l'image de la... Il y a d'ailleurs peu de Français cités dans votre livre. Voilà, des économistes français, c'est-à-dire que les économistes français ont perdu la main à la fin du 19e siècle, donc il y a de très grandes individualités, il y a des personnages, à mon avis, à qui on devrait davantage rendre hommage, comme Jacques Rueff, mais effectivement, les économistes français sont un peu perdus, pour des raisons qui sont liées d'ailleurs à l'organisation de la réflexion économique en France, où elle est éclatée, elle n'est pas aussi organisée, structurée qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Et donc Phillips, lui, il a fait un petit travail statistique que Samuelson va récupérer, dans lequel il y a arbitrage entre le chômage et l'inflation. Et en fait, ce qui va casser vraiment l'inflation dans les années 80, c'est les montées à des niveaux de chômage qu'il n'y avait pas eu dans les années précédentes, et l'acceptation de niveaux de chômage importants. C'est-à-dire que on annonce le plein emploi dans un certain nombre de pays, avec des taux de chômage à 6, 7, voire 8%, et on considère, on accepte cette idée que finalement, le chômage est un moyen permanent de réguler l'activité économique.
Alors, on arrive à un moment où on a le sentiment que l'inflation disparaît, qu'on peut régler les crises. Certains appellent ça la période de grande modération. Et surviennent une succession de crises financières. Alors, est-ce qu'apparaît à ce moment-là un économiste qui va nous indiquer la voie pour sortir de cette succession de crises financières? Alors, c'est difficile à dire parce que, bon, on manque de recul et puis surtout, on rentre dans une période où il y a énormément d'économistes. Disons, tout le monde a une pensée économique, tout le monde se dit économiste, et la population perçoit comme économiste des gens que la profession ne perçoit pas comme tels. Donc la profession passe beaucoup de temps, en fait, à s'identifier, se classifier, se sélectionner, bon. Avec comme conséquence que, comme tous les groupe qui se sent un peu assiégé, elle invente une forme de novlangue. Elle est en train de se créer un discours dont elle veut faire en sorte qu'il ne soit pas partagé par les autres. Donc cette novlangue, c'est à la fois un mélange de mathématiques. Et puis en France, le fait d'utiliser des mots anglais en leur donnant un sens français ou des mots français en leur donnant un sens anglais. Bon. Donc vous avez plus un économiste français qui vous parle de politique intérieure ou de demande intérieure, il vous parle de demande domestique. Ce qui en français s'appelle une dette publique qui est devenue pour l'économiste la dette souveraine. Et donc cette façon d'employer des mots qui sont des barbarismes, c'est une façon de se distinguer de, par exemple, des hommes politiques. Les hommes politiques, le ministère est toujours le ministère de l'Intérieur. Monsieur Hortefeuille, pas ministre des Domestiques. Et donc, les initiés parlent la novlangue. Voilà, alors les initiés se mettent à parler la novlangue et ça prend du temps. La deuxième chose, c'est que effectivement, la crise financière survient sur la base d'un mécanisme qui est l'explosion du système monétaire international. Et donc, les économistes sont pris un peu au dépourvu par cet événement parce que l'or... Aucun théoricien n'avait vu venir la mort de l'or. Et quand l'or disparaît, toutes les analyses, comme celle de Dornbusch sur la volatilité des taux de change et tout ça, sont considérées comme relativement secondaires. Il n'y a pas une véritable maîtrise, une véritable envie de réfléchir à ce que signifie cet événement colossal qui est le fait que la monnaie historique de l'homme a disparu. Et que c'est toujours la monnaie dont l'homme a besoin, puisque en ce moment les cours de l'or s'enflamment, c'est-à-dire que la population a toujours besoin de cette monnaie. La fuite devant la monnaie papier pousse vers la monnaie historique. Bon. Et donc les économistes ont du mal à appréhender cet événement dans toute sa dimension et néanmoins... Et personne pour unifier. Et personne pour unifier, parce que Samuelson est sur le vieilli, et Samuelson, au moment où effectivement commence à arriver la crise, Samuelson n'a plus l'énergie pour unifier. L'héritier putatif et spirituel de Samuelson, il y en a deux. Il y a Stiglitz, qui est son ancien étudiant, qui d'ailleurs est un personnage assez habile, puisque Stiglitz rentre dans le cercle de Samuelson parce qu'ils sont nés dans la même maternité. Pas à la même date, mais ils sont nés dans la même maternité. Donc Stiglitz va voir Samuelson quand il est jeune étudiant et il lui indique cette caractéristique. Et Samuelson, qui est un peu vieillissant, est ému par ce jeune étudiant. Donc il reconnaît en lui un autre lui-même, jusque y compris depuis le premier départ. Et puis le deuxième, c'est Mankiw, qui n'est pas vraiment l'héritier de Samuelson, c'est plutôt l'héritier de Tobin, qui est un peu la même équipe. Et donc tous les deux essaient d'unifier la pensée économique. Mais leur rivalité les conduit à des positions extrêmes. Et donc l'unificateur a besoin d'être quelque part un peu adoubé par le reste de la profession. Et donc pour l'instant, il n'y a pas d'adoubement automatique. Mais Stiglitz, c'est très marqué, enfin, c'est très marqué politiquement. Alors Stiglitz est très marqué. Stiglitz d'ailleurs a un discours public qui n'est pas son discours de congrès, c'est-à-dire que Stiglitz est un individu très habile, très intelligent, donc il a compris qu'il y a trois niveaux de discours. Il y a le discours quand on passe dans une émission de télévision populaire aux États-Unis et on dit du mal du président Bush. Il y a un discours quand on est dans un colloque, dans des mondanités, ou qu'on vient en France. Mais néanmoins, parler, dans le contexte américain, on voit des économistes s'adresser au grand public. Éditorialistes au New York Times, par exemple, Krugman. Absolument. C'est-à-dire qu'une des grandes caractéristiques de l'économiste américain, c'est qu'il garde cette tradition qui était la tradition des physiocrates, qui consiste à avoir une pensée philosophique et une pensée scientifique, avoir ce métier, donc c'est le métier du physicien, avoir ce métier de l'ingénieur, c'est-à-dire concevoir des politiques économiques, avoir le côté garagiste, c'est-à-dire être capable de conseiller le prince, et puis ce métier de diffusion de l'économie, c'est-à-dire participer au débat public. Ce qui n'est pas vraiment le cas en France. Alors,
les grands économistes qui, à mon avis, sont les plus porteurs d'une réflexion sur ce qui se passe, il y a tous ceux d'abord qui ont réfléchi à la croissance, donc il y a tout ce courant sur la croissance endogène, sur le fait que la croissance, effectivement, c'est toujours, comme le pensaient les physiocrates, de l'énergie, mais dans cette énergie, il y a l'énergie humaine, donc le travail, cette fois-ci, le travail est de plus en plus mesuré par sa qualité, le travail intellectuel, la formation, l'intelligence, le capital humain, et de moins en moins par sa quantité, c'est-à-dire les grandes usines dans lesquelles on accumule des hommes. Et donc on voit des gens comme Paul Romer, et Paul Romer, c'est... alors il raconte, là aussi, je ne sais pas, j'en parle pas dans le livre, parce qu'on rentre dans des zones où il y a des vivants, donc c'est toujours... Mais il raconte qu'un jour, à un colloque, il parle de Savonarole parce qu'il trouve que c'est un personnage intéressant. Et le grand économiste qui préside la table ronde, donc il dit Savonarole de Florence, et donc le grand économiste qui préside la table ronde dit, écoutez, vous demanderez à notre collègue italien de venir à la prochaine réunion, ce serait très sympathique de l'avoir parmi nous. Et donc Romer dit Savonarole, mais oui, c'est ça, Savonarole, qu'il vienne à la prochaine. Et donc Romer dit, on est arrivé à un degré d'ignorance et d'inculture qui fait que ça pose problème. Et donc Romer, lui, sait qui est Savonarole. Il connaît l'histoire de Florence au XVe siècle. Et donc il a une vision un peu assez large de ce qu'est l'économie. Et puis, dans la pensée économique, à mon avis, qui est en train de se développer et qui peut répondre à la crise, il y a toute cette école de la nouvelle macroéconomie classique qui est en train de se réadapter, qui a fait les anticipations rationnelles, qui est en train de faire son autocritique par rapport à l'efficacité des marchés, et qui est en train de réfléchir à ce que ça signifie en termes de politique économique. Alors dans tous ces nouveaux économistes internationaux, est-ce qu'il figure quelques Français? Alors, comme je l'ai dit, sur la France, deux remarques. La première, c'est qu'il y a un personnage qui va jouer un rôle fondamental et à la fois très positif et très négatif, qui est Charles Gide. Donc Charles Gide, c'est l'oncle d'André, de l'écrivain qui a le prix Nobel de littérature. Et Charles Gide est le premier professeur d'économie de l'histoire en France dans une institution universitaire. Et donc il donne le premier cours d'économie à l'université de Bordeaux. C'est un littéraire. C'est un littéraire, c'est un juriste. Et comme c'est un juriste, assez vite, il se heurte aux ingénieurs de l'époque, notamment à Valras. Et au début, il dit oui, c'est bien les mathématiques. Et puis assez vite, il a l'impression que les mathématiciens le méprisent, le tiennent. Et donc, il va donner à la réflexion économique française un côté très juridique, très littéraire, qui va un peu l'isoler du reste de la pensée économique. Alors, deuxième remarque, c'est que c'est vrai qu'aux standards internationaux, la conséquence, c'est que les économistes qui sont reconnus, eux, sont des mathématiciens. Et donc, ces mathématiciens sont quelquefois assez loin de la partie New York Times, débat public. Des mathématiciens ou des ingénieurs? Des ingénieurs, en fait, des ingénieurs, puisque la quintessence, c'est les polytechniciens. Au début, c'est des ingénieurs du corps des ponts. Et puis, à partir de 1945-46, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, c'est des administrateurs de l'INSEE, c'est-à-dire le monde. Et donc, c'est des ingénieurs avec ces deux blocs, ingénieurs des ponts et administrateurs de l'INSEE. Et le personnage qui, en France, maintenant, symbolise ça, c'est Jean Tirole, qui est polytechnicien, ingénieur du corps des ponts, qui est à la tête... Très peu connaissent en France, en dehors des personne ne le connaît en France. Mais personne ne le connaît en France. Quand vous regardez les classements d'économistes internationaux, il y a des classements un peu comme au tennis. Tirole est dans les 10 premiers. Quand il ne publie même plus en français, d'ailleurs. Non. Même quand on lui demande un livre, il l'écrit en anglais, ensuite il y a quelqu'un qui traduit. Et il vérifie la traduction, et quelquefois il a du mal à se reconnaître dans la traduction, parce qu'il y a des mots français. Donc là, on a peut-être un espoir de prix Nobel un jour. Alors, tout le monde dit qu'il aura le prix Nobel. Dans les Français qui sont nobilisables, il y a lui. Il y a le professeur au Collège de France, qui est une institution aussi en France. Le professeur d'économie au Collège de France a toujours été un des personnages reconnus et centraux, et c'est aussi un polytechnicien. En ce moment, c'est Roger Guenry, ingénieur du corps des ponts, qui est aussi un nobelisable, qui est assez connu à l'étranger, que personne ne connaît en France, qu'on ne voit sur aucun plateau de télé, à qui aucun média ne va demander son avis, et que aucun gouvernement n'a jamais sollicité. Enfin, j'exagère, parce qu'il a quand même des missions et tout ça. Mais donc, vous avez ce bloc-là, qui est reconnu internationalement, et qui effectivement a du mal à émerger dans le débat, et qui est aussi responsable de ça, puisque comme on le disait pour Jean Tirole, à partir du moment où vous exprimez essentiellement en anglais, vous n'entrez pas dans le débat. On rentre dans la saison des Nobel, oui. C'est pour bientôt. On constate, vous le constatez, que les 2/3 des Nobel sont américains. Absolument. À peu près c'est ça. Oui, et vous n'avez pas l'air de considérer que le Nobel est quand même une récompense qui valorise quelqu'un vraiment pour sa recherche.
Non, le Nobel, on est dans une situation où effectivement l'économie, et ça a toujours été le cas, il ne faut pas se faire d'illusions, la science économique est portée par la puissance économique dominante. Donc au XVIIIe siècle, c'était la France, au XIXe siècle, c'était la Grande-Bretagne, les économistes étaient... Et donc au fin XXe, début XXIe siècle, ce sont les États-Unis. Donc il n'est pas aberrant que le prix Nobel soit assez centré sur les États-Unis. Néanmoins, le processus de sélection est ainsi fait que c'est forcément les Américains qui finissent par définir qui aura le prix Nobel. Et d'ailleurs, Samuelson était devenu un personnage déterminant dans la fixation de prix Nobel. Et on parlait donc de Maurice Allais, mais parmi les rivaux de Maurice Allais, il y avait un personnage qui a été oublié depuis aussi, qui s'appelle François Péroux, qui était le grand économiste français des années 50-60. Et Samuelson ne pouvait pas le supporter. Et donc, quand il a été envisagé de donner le prix Nobel à un Français, assez naturellement, tout le monde a dit François Péroux, et il y a eu une sorte de veto de Samuelson. Pourquoi je dis ça? Parce que le prix Nobel, à mon avis, je le défends dans le livre, je pense que c'est utile que les économistes aient un lieu de reconnaissance, de même qu'il y a des médailles, donc la médaille Clark, qui est une... je pense qu'il est normal que les économistes aient des lieux où, puisqu'il faut homogénéiser, la forme ultime de l'homogénéisation, c'est la reconnaissance par une instance d'une certaine forme d'excellence. Mais il est sûr que le processus de sélection, à mon avis, aurait besoin d'être amélioré. Jean-Marc Daniel, pour un économiste, pour un polytechnicien, vous avez de véritables talents de conteur. Il va falloir arrêter là. Mais il y a tout dans ce livre. Donc, histoire vivante de la pensée économique, sous-titrée des crises et des hommes. Jean-Marc Daniel, merci. Mais c'est moi qui vous remercie.